Bonjour et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Après le scandale des EHPAD, les crèches sont désormais dans la tourmente à l'heure des révélations trop nombreuses de maltraitance et de dysfonctionnement dans les crèches. Doit-on aller vers un service public de la petite enfance? On en parle dans quelques minutes avec notre invité. Quel avenir pour la pensée pédagogique? C'est la question que se pose la philosophe Marina Garcès dans son dernier ouvrage. On en parle avec elle dans la seconde partie de l'émission. Dans son panorama, Adrien Fontenot nous emmène au cinéma avec Vivre, Mourir, Renaître. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Adrien. Adrien, bonjour. Bonjour Virginie. On débute ce journal avec cette affaire hors norme. Plusieurs familles ont hébergé pendant des années des dizaines de mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance alors qu'elles n'étaient pas agréées pour cet accueil. En tout, ils sont 19 adultes appelés à comparaître pour de nombreux chefs d'accusation et notamment de graves maltraitances sur une vingtaine d'enfants. Les faits se sont déroulés entre 2010 et 2017 dans l'Indre, le Limousin, la Haute-Vienne et la Creuse. 2 hommes sont à la tête de ce réseau, mais les enquêteurs qualifient les faits de travail en bande organisée, car la vingtaine d'adultes, alors qu'elle ne dispose d'aucun agrément ni d'habilitation à accueillir des enfants, va rapidement proposer ses services à l'ASE du Nord et sans plus de vérification, l'aide sociale va multiplier les placements dans des familles, des placements illégaux donc. En près de 7 ans, le réseau accumule les gains, près de 630 000 € versés par l'ASE, correspondant aux indemnités d'accueil. Les enfants, eux, vivent, ou plutôt survivent, victimes de violences physiques, de surdosage médicamenteux et autres maltraitances en tout genre. Une vaste affaire qui n'a pas fini de faire parler, puisque le procès doit se tenir du 14 au 18 octobre devant le tribunal de Châteauroux. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale déjà au travail. Premier sujet pour Anne Genetet, Marseille. Et quand on parle de Marseille, les règlements de compte ne sont malheureusement jamais très loin. Mardi, plus de 80 impacts de plomb ont été découverts sur la façade du collège Stéphane Mallarmé. Des faits totalement inacceptables selon Anne Genetet, qui a bousculé son calendrier. La ministre a annulé ce jeudi son premier déplacement en Seine-et-Marne pour tenir une réunion sur la sécurisation des établissements scolaires. Sur X, elle précise « Je veux être très claire. On n'enseigne pas dans l'angoisse et on n'apprend pas avec la peur au ventre. L'école doit être préservée des intimidations, de la brutalité et des violences. Nul ne devrait avoir peur de s'y rendre. » Fin de citation. Du côté de Marseille, les enseignants ont utilisé leur droit de retrait après des signalements à répétition depuis le 9 novembre 2023. Les premiers impacts avaient été découverts fin août et n'avaient cessé d'augmenter depuis sur la façade du collège, d'après son principal. Les obsèques de Philippine se tenaient aujourd'hui. Cette adolescente dont le corps a été découvert enterré dans le bois de Boulogne samedi dernier. Emmanuel Macron exprimait hier l'émotion de toute la nation. La colère et l'incompréhension étaient aussi au rendez-vous cet après-midi à Versailles. Famille, amis et personnel enseignant, des centaines de personnes étaient réunies pour un dernier hommage à l'occasion des obsèques de Philippine. Une grande émotion donc à la cathédrale Saint-Louis, où l'adolescente de 19 ans avait fait sa confirmation il y a quelques années. Un mot de l'actualité internationale et du Kenya avec ce tragique incendie dans une école qui réveille les angoisses des parents. C'était ce jeudi lors des adieux pour des milliers de personnes rassemblées près de Nyeri, dans le centre du Kenya, pour un dernier hommage. 21 cercueils pour autant d'enfants tués dans l'incendie de leur école le 6 septembre dernier. Les flammes ont ravagé un dortoir en pleine nuit, surprenant les 21 garçons dans leur sommeil. Le plus jeune d'entre eux avait 11 ans. La cause du sinistre n'a pas encore été établie. Mais le ministre kényan de l'Éducation, Julius Migos Ogamba, a prévenu « La perte de ces jeunes vies ne sera pas vaine. En tant que ministère, nous avons décidé que cela devait marquer un tournant. » Après la tragédie, le gouvernement kényan a en effet promis un audit de sécurité dans toutes les écoles, car de tels actes ne sont pas rares dans le pays. En 2001, l'incendie le plus meurtrier dans une école avait tué 67 lycéens dans le sud du Kenya. Retour en France, à Laval, cette initiative qui fait plaisir. 1400 élèves donnent leur souffle pour la lutte contre la mucoviscidose. Partout en France et particulièrement en Mayenne, l'un des départements les plus investis dans cette cause, débute demain le week-end de solidarité pour la lutte contre la mucoviscidose. Le nom de cette opération, les Virades de l'espoir, créée par l'association Vaincre la mucoviscidose. Nous les avions reçus sur ce plateau cette semaine. Présentation. Ok, mucoviscidose. Tu nous as fait connaître l'épuisement, l'angoisse, la peur du lendemain. Oui, nous sommes nés avec toi, Muco. Mais nous sommes nés pour vivre avant tout, poursuivre nos études, aimer comme tout le monde.
former un couple, réaliser enfin nos rêves et voir un jour nos enfants grandir. Muko, tu n'auras pas le dernier mot. Tu n'auras pas notre dernier souffle. Tu n'auras pas notre rage de vivre. Parce que nous sommes des milliers et qu'ensemble, nous pouvons te battre. Vaincre, ensemble, vivre avant tout. Vaincre la mucoviscidose a été créé en 1965 par des parents de jeunes patients et des soignants. C'est aujourd'hui le premier financeur privé de la recherche autour de cette maladie en France. Et en Mayenne, je vous le disais, on est très attaché à ce sujet. En 35 ans, les Mayennais ont donné 6,5 millions d'euros pour vaincre la mucoviscidose, selon le vice-président de l'association Stéphane Brault. L'élan de générosité ne devrait pas s'essouffler ce week-end donc. Quelques 1400 élèves venus de toutes les écoles primaires publiques, de collèges et d'établissements privés de Laval vont parcourir 1,5 km. Stéphane Brault insiste, le but ce n'est pas la longueur, mais de courir ensemble pour donner son souffle. On termine avec cette information qui va concerner tous les parents, mais pas seulement. Oui, car ils sont tous coupables d'une pollution insoupçonnée mais dévastatrice. À cause de quoi? Des jouets de leurs enfants. Chaque année, Virginie, 100 000 tonnes de jouets sont jetés sans être recyclés ni réutilisés. Pour contrer ce phénomène, Ecomaison propose un dispositif pollueur-payeur. Alors comment ça marche? Si les jouets collectés sont trop abîmés, ils sont orientés vers le recyclage après avoir été triés en fonction de leurs différents matériaux. Sinon, un maximum de jouets sont réemployés pour une deuxième voire une troisième vie. Et ça peut être le cas pour tout, même pour le doudou que votre enfant n'utilise plus. Si vous ne savez pas quoi en faire, nous on sait. Ecomaison réemploie et recycle les objets et matériaux de la maison. Et notez que selon une étude d'Ecomaison, les jeux et les jouets d'occasion sont en forte croissance. Ils représentent près de 6% des ventes totales du marché. Voilà, Noël est encore loin, mais ça pourra peut-être donner des idées à certains. Merci beaucoup Adrien. Scandale des crèches privées, changement de nom du ministère désormais dédié à la famille et à la petite enfance. Lutter contre la saturation des services essentiels de l'enfance. La Fédération générale des PEP, association de solidarité pour l'enfance, se mobilise. On en parle tout de suite avec notre invité. Bonjour Fernand Van Obergen. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes président de la Fédération générale des PEP et vous défendez un service public de la petite enfance. Quel fut le déclencheur de ce projet ? Le projet date depuis bien une douzaine d'années, puisque nous avons entrepris de mettre en place des crèches vers les années 2005 et pour nous, avoir des crèches, ça voulait de toute façon dire qu'il y avait un côté éducatif, que ce n'était pas une garderie et que du coup, il fallait réfléchir à comment on mène l'activité, qui la mène et comment les gens sont formés. Et donc, il se fait qu'avec d'autres, nous avons réfléchi à tout cela et comme le ministère ou les différents ministères avaient aussi des réflexions en cours, il nous semblait important de mettre en place un service public de la petite enfance, d'autant que l'on savait que d'autres crèches avec d'autres types de fonctionnement, et n'était pas tout à fait dans les clous et ne respectait pas les chartes. Justement, vous le dites, vous saviez, on savait que effectivement certaines crèches ne respectaient pas ce qui a été demandé, ou en tout cas il y avait une certaine défaillance. Vous avez donc du coup, j'imagine, pas été vraiment très surpris par les révélations faites par Victor Castanet dans son dernier ouvrage Les Ogres ? Non, nous avions de toute façon des indications puisque ou dans nos si vous voulez, offres qui existent à travers le territoire. Nous avions des retours, parfois de la part des collectivités, de la part de familles, de la part même de jeunes qui disaient qu'ils avaient mal, qu'on les tapait, qu'on leur criait dessus, etc. Donc c'est quelque chose qui
traîne depuis, on va dire, un bout de temps. Je ne pourrais pas vous donner une durée précise, mais ce sont des retours que nous avions, et des collectivités territoriales avec lesquelles nous travaillions nous demandaient de reprendre parfois des crèches que nous avions perdues. Le mot « perdre » n'est pas péjoratif, hein, que nous avions perdues parce que... Vous n'étiez plus dans votre escarcelle. Tout à fait, ouais. Puisque ces crèches étaient sous le régime des délégations de services publics, hein, que l'on appelle DSP, et ces DSP ont une durée, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et avec un renouvellement. D'accord. Pour en venir au fond, parce que vous le dites vous-même, on savait depuis longtemps finalement. Longtemps, ça veut dire quoi? C'est 5 ans, c'est 10 ans, 30 ans, c'est quoi? Alors ni 30, ni 5, ni 10, ça pourrait être 5, puisque je n'ai pas la prétention de pouvoir vous dire au-delà. Et beaucoup de rapports, hein, des inspections générales avaient déjà révélé ces dysfonctionnements. Et donc forcément, on se pose la question, nous citoyens, de savoir si finalement ce qui touche à l'enfance, en tout cas la petite enfance, n'est pas réellement entendu en France. Disons que je considère qu'on a mis du temps en France pour prendre en considération la petite enfance et d'apporter une importance au cycle de développement du jeune enfant. Je crois que dans la société, le petit enfant, on le couchait et puis il dormait et il devait se taire. Mais ceci a un petit peu changé aujourd'hui. Oui, finalement, ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'était considéré comme une garderie, simplement, et non pas comme source d'émancipation et de développement de l'enfant. Absolument. Nous, on est dans la deuxième tranche de vos propos, dans l'émancipation. Donc, on met en place, si vous voulez, tout ce qu'il faut pour que les personnels soient formés et que l'offre aux familles correspondent bien à ce souci d'émancipation. Alors évidemment, on ne tape pas sur toutes les crèches, et puis moi je n'ai fait aucune enquête, mais enfin de ce que j'ai lu, il y a eu quand même beaucoup de défaillances et qui ont déjà été révélées, on le disait, par les inspections générales. De votre côté aussi, vous aviez relevé des choses. On parle beaucoup des crèches privées, mais il y a aussi des crèches publiques qui ne sont pas en reste. Les crèches publiques ne sont pas forcément exemptes de tout reproche, disait Céline Lemaire de la CGT. Elle dénonce un abandon du secteur depuis des années, avec des salaires peu élevés, des heures supplémentaires et des formations manquantes. J'aimerais votre avis. Elle a raison, bien sûr. De toute façon, les métiers du lien, hein, comme on dit aujourd'hui, souffrent d'attractivité. Cette difficulté provient du salaire bas que vous évoquez, provient de la formation qui est insuffisamment réfléchie. Il faudrait que cette formation soit réfléchie et en amont et en aval, à savoir qu'il y ait aussi de la formation continue qui soit proposée. Et donc, je partage ce point de vue. Pour moi, c'est inadmissible. Parlons justement de cette formation, puisque vous abordez le sujet. Il y a un collectif d'associations qui demande plusieurs choses. On va y venir au niveau du personnel, mais notamment sur la formation que le taux de professionnels hautement qualifiés, à savoir les auxiliaires de puériculture, les éducatrices, les infirmières, les pédopsies, les psychomotriciennes, dans les structures passe à 60%. Aujourd'hui, on a combien? On a 40% de personnel hautement qualifié? Alors, je n'ai pas de chiffres, je ne pourrais pas vous le dire, puisque c'est un travail qu'on n'a pas mené. Mais je m'inscris dans le constat de ce manque. Et si vous voulez, c'est une grosse difficulté que l'on vit aujourd'hui. Je reviens à ce que je disais, ces métiers du lien ont du mal à trouver des intérêts parmi les personnes de la société et choisissent d'autres métiers que ceux-là. Parce qu'ils sont réputés être difficiles, ils sont réputés être chronophages. Et donc, aujourd'hui, je cherche une vie différente et je ne sais pas comment on pourra progresser. L'attractivité de ce métier est un réel problème. Ce que l'on vit effectivement dans l'enseignement de manière générale aussi. Ce collectif dont je parlais demande la publication d'ici la fin de l'année, donc 2024, d'un décret portant le taux d'encadrement dans les crèches à 1 professionnel pour 5 enfants dès 2027. Ils disent qu'ils sont 6 en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a 1 professionnel pour 6 enfants. Vous constatez la même chose? Oui.
Ça veut dire quoi au quotidien, pour que les personnes qui nous regardent comprennent la situation? En quoi avoir 5 ou 6 enfants change complètement la donne? Si vous voulez, ça dépend du geste que l'on veut apporter. Si on veut avoir un geste éducatif, cela veut dire qu'il doit y avoir une proximité avec l'enfant. Cela veut dire que je m'approche de lui, j'échange avec lui, je lui parle, même s'il a 3 mois, mais c'est quand même une autre approche que quand vous êtes à une personne pour 3, puisque vous n'avez pas la même, du coup, la même disponibilité physique de pouvoir le faire. Mais même un encadrant pour 5, sans vouloir faire de mauvais débats, mais ça me paraît déjà énorme. 5 enfants, ça peut être énorme, bien sûr. Mais je sais que dans les structures que nous mettons en place, nous essayons de mettre toujours un peu au-delà des normes, si vous voulez, requises. Justement pour pouvoir parer aussi les absences, les maladies, etc. Après, c'est une question d'organisation aussi. On peut être à 1 pour 5, mais on peut très bien l'être à 2 parce que les plus jeunes dorment. Et donc, ça peut permettre à une personne d'être présente autrement. Pour bien comprendre le débat, effectivement, il y a plein de personnes qui nous disent « mais moi j'adore les enfants, je suis extrêmement motivée, pourquoi pas travailler effectivement dans une crèche sans avoir les qualifications requises dont on a parlé juste avant, typiquement pour une psychomotricienne, une infirmière ou autre, n'ont pas les mêmes capacités, mais sont motivées, positives et appellent à des formations. Est-ce que on peut réussir à générer quelque chose de positif pour pouvoir faire entrer effectivement du personnel peut-être un peu moins qualifié et motivé, mais qui en même temps aurait des formations suffisamment longues pour pouvoir moi, je pense que oui. Si au départ la personne a déjà des motivations sérieuses pour pouvoir le faire, ça me semble être un atout. C'est quelqu'un qui vient en ayant une idée, mais je pense que sa présence doit être ensuite confortée et confirmée par une ou des formations. Parce que l'enfant et le jeune enfant, c'est pas, excusez-moi du terme, c'est pas un client. Et du coup, on a besoin d'avoir un certain nombre de connaissances que je pense qu'on ne peut acquérir qu'à travers des formations. Alors, il y a aussi évidemment la notion de contrôle. On parle de défaillance de l'État dans le contrôle finalement des crèches. Contrôler les crèches, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire se rendre dans toutes les crèches publiques et privées pour pouvoir essayer de contrôler un maximum ce qui s'y passe, le nombre effectivement d'encadrants, la manière dont les enfants sont traités. Est-ce que ça veut dire des caméras aussi? Question. J'espère que l'on n'ira pas aux caméras. Ça me semble être extrêmement inquisiteur comme dispositif. Et dangereux peut-être aussi. Parce que où vont aller ces images? Pour moi, inquisiteur, c'est dangereux. Je pense qu'il faut un contrôle parce qu'il y a d'abord des mesures de sécurité de locaux. Il y a des mesures de sécurité d'espace, il y a des mesures de sécurité d'équipement. Je pense à quelque chose de très simple, ce sont les charnières. Le nombre d'enfants qui se coincent les doigts parce que les mauvaises charnières sont posées, parce que là, si vous voulez, il y a un cahier des charges. Donc, je pense que le contrôle peut être utile et doit servir. Il n'est pas là pour punir, mais pour vérifier que ça fonctionne correctement. Alors, on le sait, malheureusement, tout est affaire de financement, dans la possibilité de pouvoir recruter aussi davantage de personnel. On l'a dit, les salaires sont probablement trop bas. Il y a un manque d'attractivité du métier. Vous proposez un modèle de financement très concret. Quel est-il ? Eh bien, nous, on penche pour ce que nous appelons une pluriannualité du financement, puisque actuellement, une partie du financement, puisque dans toutes les crèches ce n'est pas pareil, mais beaucoup font appel à ce qu'on appelle la PSU. C'est quoi la PSU? De manière assez simple. Unifié. Si vous voulez, ce sont des paiements qui se font à l'heure.
D'accord. Voilà. Alors que nous, on propose que déjà les dotations de l'État soient pluriannuelles. Pourquoi? Parce que ça permet la construction d'un projet, non pas sur un temps court, mais sur un temps long. 3 ans, par exemple. Ça peut permettre aussi de stabiliser une équipe. Ça peut permettre de donner, si vous voulez, des objectifs à atteindre. Et on peut peut-être dépasser le stade de la rentabilité pure et simple. Alors, on va continuer sur le plan politique, savoir si vous êtes écouté. Nous sommes passés d'un ministère de la jeunesse, de l'enfance et des familles à un ministère de la famille et de la petite enfance. Est-ce que, comme le dit Lies Loufoque, c'est une manière de nier la diversité des familles lorsqu'on fait un ministère de la famille ? Alors, c'est une discussion que nous avons commencé à avoir. Oui. Parce que c'est récent, elle est récente, cette dénomination. Alors, d'abord, le fait qu'on ait maintenu la petite enfance, c'est quelque chose qui nous convient, puisque ça n'a pas toujours été le cas non plus. Qu'effectivement, on passe des familles à la famille, ça peut être choquant. Nous, on s'interpelle sur cette dénomination-là, mais si on prend la famille dans un concept général, ma foi, ça peut s'accepter. Mais j'aurais préféré que l'on garde les familles. C'est le ministère donc, de la famille, de la petite enfance. La petite enfance, donc, ça veut dire qu'on s'arrête à quel âge? 3 ans? 4 ans? Normalement, c'est 3 ans, oui. 3 ans, voilà. Oui. C'est aussi une façon de ne plus considérer les enfants après? Ou alors il y a une confusion entre un ministère de l'éducation et un ministère de la petite enfance? Je ne pense pas qu'il y ait une confusion entre cela, mais par contre, ça appelle un travail en passerelle. En interministérialité, c'est ça? Absolument. D'accord. Donc, il travaillerait de concert pour pouvoir prendre l'enfant, finalement, dès le plus jeune âge, pour son émancipation et son éducation. Absolument. Mais ça, est-ce que c'est... Alors, je partage évidemment, mais est-ce que c'est un rêve pieux ou est-ce que vous pensez que on peut arriver à cela? Alors, je ne sais pas si les rêves sont pieux, mais il faut pousser, si vous voulez, dans ce sens-là. Mais je ne veux pas qu'on déborde sur l'éducation nationale, mais je pense que l'éducation nationale ne doit pas commencer à 3 ans et ne doit pas s'arrêter à 16 ans. Il faut que... Aujourd'hui, on parle autrement du temps de l'enfant. Et donc, le temps de l'enfant commence dès sa naissance. Et pour moi, établir des transversalités, c'est vraiment quelque chose... Alors, il y a des expériences qui se font, puisqu'il y a des écoles, j'ai encore lu ça récemment, où la commune a engagé une éducatrice de jeunes enfants pour compléter le service éducatif. Donc là, on est dans un système de passerelle tout à fait positif. Oui, dans la continuité. Comment comprendre, pour revenir aussi à ce scandale des crèches de manière générale, alors privées en particulier, mais publiques aussi, on l'a vu, on en a parlé ensemble, comment comprendre qu'il n'y ait pas un portefeuille spécialement dédié aux droits de l'enfant, dans la mesure où justement on voit que les crises et les scandales se succèdent, s'empilent? Ce sont des propositions qui sont faites d'avoir un ministère des droits de l'enfant. Je ne sais pas si vous connaissez le Haut Conseil à la famille, à l'enfant et à l'âge. Des propositions ont déjà été faites. Le défenseur des enfants a déjà porté des idées et des propositions. Après, ce sont des choix qui sont opérés par le gouvernement qui est en place et le président de la République. Oui, mais ce que vous me dites par là, c'est qu'en fait, vous pouvez faire autant de propositions que vous voulez, si les politiques ne décident pas finalement d'avancer, on restera dans la même situation dans longtemps. Si tous les deux nous avons demain les moyens de faire quelque chose, on y va, madame, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci Fernand Van Obergen d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. Merci à vous. Vous êtes président de la Fédération Générale des PEP. Merci. On va marquer une courte pause dans le Grand JT et on se retrouve tout de suite. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école.
Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Marina Garcés. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes philosophe et enseignante espagnole. Vous êtes autrice aussi de À l'école des apprenants aux éditions de l'Atelier, un livre remarquable qui questionne évidemment qui questionne la notion d'éducation, la notion d'apprentissage, la notion de liberté aussi. On va y revenir bien entendu. Dans votre livre À l'école des apprenants, vous réfléchissez à l'idée d'une émancipation collective dont le socle serait l'éducation, et je cite à nouveau, comme poétique et comme politique de l'existence. J'aimerais que vous m'expliquiez cette phrase. Merci beaucoup. C'est un livre plutôt philosophique qui adresse le problème de la pédagogie comme une crise que je pense que ce n'est pas seulement une crise du système éducatif, on le vit partout dans l'Europe, mais aussi une crise de société. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on imagine qu'on oriente le futur, l'avenir de nos étudiants, de nos enfants, de nos jeunes et de nous-mêmes, parce qu'on ne laisse jamais d'apprendre, même si on n'étudie pas. Alors cette idée, je pense que maintenant est un peu problématique, que l'éducation, ce n'était pas seulement pour se former dans quelques compétences professionnelles, mais que c'est la voie d'une émancipation personnelle et collective. Et un doute maintenant, parce qu'on attend de ça, de l'éducation. On le dit, mais je ne sais pas ce qui se passe quand on entre dans la salle de cours, oui, ou quand on entre à l'université, ou quand on va se former. Comment peut-on penser ça aujourd'hui quand le futur même est en doute
et on le voit comme menaçant, on le voit en crise. Oui, en crise, évidemment, menaçant. C'est vrai que tous ces mots reviennent. Le fait d'apprendre, le fait de douter, de ne pas savoir réellement comment les choses s'opèrent. Et puis finalement, ce que cela veut dire, être apprenant. Qu'est-ce qu'on veut pour soi. Mais je reviens sur l'idée de poétique et politique de l'existence. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la notion, j'imagine aussi, de ce que l'on veut pour soi. Et vous dites, la matière première de l'éducation relève justement de l'acte de pouvoir être. Exactement. Pour moi, le cœur même de l'éducation et de l'apprentissage, c'est pas une connaissance ou une autre, un savoir une autre, une pratique une autre. On en a plusieurs, mais le fait même qu'à travers ce qu'on apprend, on existe pour les autres. Sinon, si on n'était jamais en rapport d'apprentissage avec les autres, on n'existerait pas. Exister veut dire pouvoir être là, dehors, ouvert à ce qui nous arrive, de la vie, des savoirs, des expériences collectives et en même temps personnelles. Alors, la matière première, c'est ça, c'est le fait même d'exister. Quand on est petit et on entre pour la première fois dans l'école, on nous demande quel est ton nom, comment tu t'appelles, qui es-tu? Qui es-tu? C'est une question très forte pour soutenir. Alors, ce n'est pas une réponse qu'on est soi-même. On l'a construit ensemble. Qui on est? Qu'est-ce qu'on devient à travers ce qu'on vit, à travers les expériences qu'on partage avec les savoirs qui vont nous donner une image du monde. Oui, parce que pouvoir être, c'est ça en fait. C'est l'idée que vous expliquez dans ce livre, encore une fois, à l'École des apprenants, qui est l'idée de se construire soi-même, sa psychologie, ses valeurs, son esprit critique, sa conscience finalement pour soi, de ce que l'on est donc soi, et puis vous le dites, soi et être avec les autres. Donc finalement, vous reprenez cette notion de éduquer, c'est apprendre à vivre ensemble. C'est apprendre à vivre ensemble et apprendre ensemble à vivre aussi, parce qu'on ne l'apprend pas tout seul. Cette idée qu'on est un individu qui se fait soi-même comme une espèce de produit d'un entrepreneur qui construit son propre résultat, ça c'est faux. Et ça nous a conduit à tellement de malaise, de souffrance psychologique, de ne pas savoir plus quoi faire de soi-même. Parce qu'on se fait avec, on se fait entre aussi, pas seulement avec, mais... Quand on dit avec, c'est avec l'autre? Avec l'autre, avec les autres, et avec les éléments de nos mondes, parce que le monde peut-être seulement pluriel, aussi avec les éléments qui composent l'ensemble de nos vies comme une composition. Je joue beaucoup avec cette idée musicale de la composition, c'est composer une musique au sens que dans une musique, une pièce, c'est pas fait d'une note après l'autre. Les notes font la musique ensemble. Sinon, il n'y aurait pas de chanson, il n'y aurait pas de mélodie. Alors, qui sommes-nous dans ces compositions qui parfois font du bruit ou nous font mal, parce qu'il y a aussi la possibilité de ne pas être bien avec les autres, on le sait toujours, dans la société, dans l'école. L'école, ce n'est pas un espace de bonheur et de... Alors justement, à ce sujet, vous dites ça. L'école n'est pas magique, elle ne produit pas de l'égalité par automatisme, ni rend la démocratie meilleure par principe, quand même des mots très forts. Elle ne rend pas non plus les enfants et les jeunes forcément heureux. C'est plutôt le contraire. Elle distingue, classe, hiérarchise et porte en elle la violence que sa propre société instille tous les jours dans les corps et les esprits des jeunes. Complètement, on le sait très bien, même si en même temps ça pourrait être où parfois on trouve l'autre côté de la vie scolaire, la rencontre, la possibilité de se développer en liberté et dans des rapports de réciprocité. On sait que l'histoire de l'école, si on se situe dans l'histoire de l'école moderne, c'est aussi une histoire de discipline. C'est une des institutions fortes de l'État. Ça a été inventé en continuité avec d'autres institutions comme l'armée, comme l'Église, parce que l'Église a été la couche aussi de la vie scolaire dans plusieurs pays comme les nôtres, l'Espagne, la France, etc. Alors, l'idée que l'école serait un lieu de transformation sociale et de rencontre entre des égaux,
je pense qu'il y a une idée forte qu'il faut réactualiser, mais dans les conditions réelles de nos sociétés, et pas comme une idée magique, une idée que simplement pour ouvrir la porte de l'école, on a déjà créé les conditions pour l'égalité ou la dignité de tous. Oui, finalement, quand vous parlez de cette démocratie qui ne serait pas meilleure grâce à l'école, vous interrogez aussi la notion d'apprentissage qu'on apprend à l'école même, c'est-à-dire les matières enseignées. Et vous partez d'un constat qu'on n'apprend pas de nos erreurs, des crises qu'on traverse. Et je vous cite encore, du coup, vous posez la question de ce que cela voudrait dire apprendre quelque chose. Si finalement, on n'apprend pas des crises d'une société, si finalement on ne revient pas à des notions qui nous permettraient justement d'aller vers une démocratie meilleure. Parfois, ce qu'on apprend à l'école, c'est précisément à nous reconnaître entre les inégalités qui composent nos sociétés. Il y a des écoles qui sont faites pour dire aux enfants: étudier, c'est pas pour toi. Aller changer de vie ou changer de pays ou changer la société, c'est pas pour toi. Et le contraire, la ségrégation, vraiment l'inégalité avec laquelle est construit le système même éducatif donne le message qu'il y a un parcours différent pour chacun et que la transgression de cette inégalité devient, je pense, aujourd'hui de plus en plus difficile. Peut-être on a eu des époques, parce qu'il faut aussi situer dans l'histoire le changement de l'école et du système scolaire. Et sur la culture, c'est presque un défi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais. Sur la culture, parce qu'on a compris que vous étiez aussi d'origine espagnole. J'imagine que vous comparez aussi l'éducation à la fois en Espagne et probablement en France, puisque vous n'avez pas édité ce livre en français. Qu'est-ce que vous distinguez justement dans la notion d'apprentissage, de ce que retiennent les élèves en allant à l'école? Est-ce que c'est source justement de discours de libération de la pensée, d'émancipateur, ou est-ce qu'on est juste dans l'apprentissage pur de notions spécifiques? Je pense que maintenant, même s'il y a des différences nationales et historiques dans les différents pays, il y a un projet global, je dirais même global, de l'éducation plus attachée à des valeurs très néolibérales, de la flexibilité de l'apprenant, de la flexibilité de l'apprentissage. Je l'analyse dans le livre sous le concept de servitude adaptative. Les vertus, le succès de l'apprenant aujourd'hui, c'est apprendre à s'adapter. Parce que l'idée majeure, l'idée dominante est qu'on est face à un futur, à un avenir dont on ne sait rien. Cette idée que le futur est quelque chose qu'on ne construit pas, mais qu'on reçoit comme une réalité radicalement changeante, pleine de menaces et de changements radicaux auxquels ceux qui vont survivre seront ceux qui s'adapteront mieux. Ça veut dire qu'on n'anticipe pas? Pas seulement anticiper, mais vraiment devenir des sujets de notre histoire comme individu, mais aussi comme collectivité. Cette idée qu'on vit dans le présent et on fera le futur qu'on sera capable de faire ensemble, cette idée, je pense, qu'est ruinée aujourd'hui. L'idée est plutôt la contraire. On est face à des questions, des interrogants, même sous la forme de menaces, de catastrophes auxquelles il faudra survivre à travers l'adaptation. Apprendre à s'adapter, c'est quoi, non, comme message pédagogique? Je pense que c'est assez terrible. C'est pour ça qu'il y a aussi tellement de malaise entre les jeunes, parce que apprendre à s'adapter, c'est apprendre quoi? Parce que ça s'est vidé complètement l'éducation de sens, de contenu, de capacité d'agence, d'action. C'est seulement devenir un peu cette malléable. Flou, malléable. Et pour moi, c'est une nouvelle forme de servitude. Vous dites aussi combien d'écoliers et d'étudiants ressortent davantage morts que vivants de leurs heures de cours. Est-ce qu'on met suffisamment l'apprenant au cœur même, justement, de l'acte d'apprendre? On le dit beaucoup, parce qu'il y a toute cette rhétorique de mettre l'étudiant au centre, mettre l'élève au centre, personnaliser l'éducation, ça, on l'entend partout, mais je ne sais pas si on le fait. C'est peut-être mal fait, ou pas comme vous l'imaginez.
on le fait trop, pas tout le monde évidemment, hein, je ne peux pas généraliser, mais je pense qu'on le dit trop, on le fait trop comme une méthodologie, mais pas comme un vrai engagement. C'est très différent parce qu'on apprend tous des méthodologies aujourd'hui très innovatrices, on fait des cercles, on fait des discussions. Il y a manières d'exercer l'éducation qui peut-être sont beaucoup plus actives quand ma génération étudiait, par exemple, que tout était beaucoup plus fixe et beaucoup plus linéaire et vertical. Mais mettre l'étudiant au centre veut dire s'engager avec sa vie, avec leur vision du monde aussi, à recevoir et écouter, pas seulement à devenir objet des méthodologies sophistiquées. C'est vraiment ouvrir même la différence d'expérience qu'il y a et qui se croisent et se trouvent dans une salle de cours, dans un parcours d'apprentissage. Et ça, je pense qu'on le fait pas trop. Vous dites également le concept d'éducation obligatoire transforme l'exercice d'un droit en l'exercice donc d'une obligation. Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, à une éducation sur la base du volontariat ? Ou en tout cas étudier autrement? Non, je ne le serais pas. Je pense que l'éducation publique est obligatoire pour certains âges et une bonne invention historique. Ça n'a pas jamais existé comme situation. Ce n'est pas une situation que toutes les sociétés ont déployée. C'est une invention récente, historiquement. Et je pense qu'une bonne invention. La question est sous quelle idée on va nous obliger, parce que ce n'est pas obliger les autres, c'est nous obliger comme société à mettre nos enfants, nos jeunes, ceux qui sont en train de devenir adultes, obligatoirement. Ça veut dire partager l'espace et le temps pendant certaines heures et dans certains endroits. Maintenant, ce sont des bâtiments. Ça pourrait être aussi les bois ou n'importe. Il y a eu tellement d'expériences. Ah oui, les forest schools notamment. Effectivement, la méthode Freinet et l'école à l'extérieur. Exactement. Beaucoup d'autres manières de nous obliger à partager le temps et l'espace. Et ça veut dire nos vies et nos apprentissages. On pourrait le changer, mais je ne perdrai jamais cette condition commune, parce que ça fait la communauté de l'obligation de l'éducation. Et je suis ça me fait assez peur, cette idée de faire possible toutes sortes de homeschooling et ce genre de choses. Ça dépend des conditions de chacun, mais comme un retour les riches ont été toujours éduqués chez eux historiquement, et c'est cette séparation des classes et cette séparation des groupes qui est très dangereuse, je pense. Dernière question sur l'autorité de l'enseignant. Vous dites, quelle est l'autorité de l'enseignant ou de l'enseignante sur la décision que les familles considèrent toujours davantage comme des décisions privées? C'est vrai qu'il y a souvent une confusion sur ce qu'est le terme éducation, qu'on impute soit un coup à l'école, soit un coup aux familles. Qui peut éduquer, hein? Je pense qu'on fait trop souvent seulement la question comment éduquer, mais ce qui est en crise aujourd'hui, c'est qui est censé de pouvoir éduquer nos enfants, par exemple, ou nous éduquer. Et ça, je pense que c'est vraiment, plutôt qu'une crise d'autorité qu'il y en a, c'est une crise de légitimité. Qui a la légitimité? L'État, l'école publique, etc. Mais qu'est-ce que c'est l'État quand on ne se reconnaît pas de moins en moins dans les institutions qui nous représentent ou pas? Ce questionnement même des institutions de l'État. Alors, c'est l'État, ce sont les entreprises privées, c'est l'Église, ce sont les groupes religieux. Qui a la légitimité de nous éduquer? Je pense que c'est vraiment la racine de toutes les autres crises qui, après, s'expriment ou se traduisent dans des crises d'autorité concrète des enseignantes ou d'obéissance ou de désir même d'être ensemble là où l'éducation a lieu.
Merci beaucoup d'être venue, Marina Garcés. Je vous conseille évidemment de lire ce livre, À l'école des apprenants, par aux éditions de l'Atelier. Voilà, vous en saurez bien plus. Mais nous avons eu le temps déjà de pouvoir parler un peu de ce concept, effectivement, dont vous parlez, de ce qui est réellement l'éducation, l'apprenant, voilà, au cœur de la pensée pédagogique. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci. On va tout de suite continuer notre émission avec la chronique d'Adrien. Dans Panorama cette semaine, vous nous emmenez au cinéma, Adrien, avec la sortie d'un film français et un sujet fort, Vivre, mourir, renaître. Oui, le 7e long métrage du réalisateur Gaël Morel. On lui souhaite d'ores et déjà le même succès que ceux de l'été. Un petit truc en plus sous le comte de Monte Cristo. Alors, on va déjà le laisser vivre au cinéma. Ce sera pas simple, hein, mais on regarde d'abord la bande-annonce ensemble et on en parle juste après. Je voulais te demander si je pouvais te photographier un jour. Pourquoi pas? C'est le travail du voisin. C'est pas mal. C'est vachement bien, tu veux dire? C'est drôle, tu ressembles pas tellement à tes photos. Je suis un garçon très sérieux. Tu le trouves comment, Cyril? Oui, je sais pas. Moi, je le trouve beau. La photo, c'est ta drogue, en fait. Tu peux pas t'en passer. C'est la première fois que j'entends autant de mots sortir de ta bouche. Je suis pas bavard quand je connais pas. On se connaît maintenant. Arrête. Je suis séropo. Et t'as pas l'air malade. C'est pas écrit sur la gueule des gens. Fallait que tu te tapes précisément un mec que je connais qui est aussi un ami. Tu veux qu'on se quitte? Bien sûr que non. J'ai jamais pensé à être ailleurs qu'avec vous. Je comprendrais que tu aies pu me voir. Vous vivez ce que vous avez à vivre, mais je veux pas le voir. Vous avez fait un test récemment? J'en ai jamais fait. T'as foncé à quoi? Ah! T'as foncé à qui? J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur maintenant. J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble. Je pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie. T'as les mêmes gestes quand tu le serres contre toi. C'est dur, mais ça va aller. De toute façon, on a la vie devant nous maintenant. Voilà, Emma aime Samy, Samy aime Cyril et Cyril l'aime aussi. Un triangle amoureux qui n'est pas sans rappeler un film de 2015, À 3 on y va, où Charlotte trompait Misha avec Mélodie. Et sans le savoir, Misha faisait la même chose, mais cette fois au milieu de ce triangle amoureux. Donc, il y a une tromperie, un lourd secret, une maladie aussi, le sida. Oui, parce que dans Vivre, mourir, renaître, on est justement dans les années 90 et c'est le flou total autour de la maladie. On en sait un peu plus que dans les années 80 où le sida était vraiment vu comme une maladie atroce, le cancer gay, comme il était parfois nommé. Mais dans les années 90, si la maladie fait un peu moins peur, elle reste encore peu connue. On apprend à vivre avec, on apprend à vivre, mourir, renaître. C'est tout ce qu'a voulu mettre en image Gaël Morel, comme il l'expliquait chez nos confrères de la Dépêche du Midi. À mon âge, la plupart des cinéastes font des films sur leur jeunesse. Donc c'est un film sur ma jeunesse. J'avais 18 ans en 1990. Il se trouve que c'était dans ces années-là que le virus du VIH planait au-dessus de la tête des gens qui avaient une vie sexuelle qui n'était pas normative. Je voulais que ce soit un témoignage sur les gens qui s'aimaient librement à cette époque-là et qui en sont morts. Je pensais que ça faisait écho à la jeunesse d'aujourd'hui qui s'aime sans avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Alors, évidemment, ça nous fait penser aussi aux Nuits Fauves de Cyril Collard, autre film très fort des années 80. On peut parler peut-être justement de la maladie du sida. Où en est-vous concrètement? Oui. En 2016, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé une stratégie d'élargissement de l'accès au traitement avec une ambition claire, mettre fin à l'épidémie de sida d'ici à 2030. Mais aujourd'hui, l'éradication et tout simplement le contrôle du virus est encore loin. La distribution et la diffusion des soins dans le monde sont encore inégales. Aujourd'hui, moins de 3 séropositifs sur 5 sont traités, comme le rappelle la branche créée par les Nations Unies ONU-SIDA. Dans son dernier rapport, l'organisation précise qu'en 2023, 1,3 million de nouvelles infections ont été constatées. Des nouveaux cas qui portent le nombre total de personnes vivant avec le VIH à près de 40 millions. L'an passé, 630 000 personnes ont perdu la vie à la suite d'une maladie liée au sida. Virginie. Merci beaucoup, Adrien. On vous rappelle ce film, Vivre, mourir, renaître, dans toutes les salles de cinéma en France. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap.
c'est que vous interrogez aussi vos proches et vous vous rendez compte qu'effectivement tout ça n'est pas super clair dans la tête des gens autour de vous. Non, pas du tout, pas du tout. C'est autant les plus vieux, on pourrait trouver ça normal, mais même à notre époque, c'est encore très étonnant. Les parents, les collègues avec qui je discute, qui se rendent pas compte qu'il faut éduquer ses fils, à moins de violence, à plus d'écoute, à gérer ses émotions. Et je le vois autour de moi. Je dis pas que les parents autour de moi sont de mauvais parents, et je dis pas que moi je suis un parent exceptionnel, mais en 2024, tout n'est pas encore réglé. Exactement. Alors l'IA est souvent perçue aussi comme une technologie complexe, parfois inquiétante, hein, on le rappelle souvent ici d'ailleurs. Elle soulève des enjeux majeurs, Lisa, en termes de régulation, et la France devra jongler avec toutes ces questions aussi, tout en cherchant à rester compétitive au niveau international. C'est un sacré défi, non ? C'est un sacré défi, d'autant qu'on a eu de gros règlements qui ont été mis en place il y a peu de temps. Donc, tout ce qui est DSA, DMA et les actes, bien évidemment. Parce que je précise, pourquoi je parle du DSA et du DMA, c'est que, effectivement, avec l'effet d'annonce autour de ce secrétariat d'État de l'intelligence artificielle, on se centre un petit peu plus sur ce sujet-là, mais elle a encore aussi d'autres prérogatives qui restent liées au numérique. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question, pourquoi avoir absolument détacher l'IA du numérique, en sachant qu'on a plein de sujets dans le numérique qui méritent aussi d'être mis en avant. Je ne suis pas sûre que la cybersécurité, par exemple, soit moins importante que l'intelligence artificielle. Voilà, donc elle a énormément effectivement de projets qui l'attendent, de très très gros dossiers. Et je pense que ça va être ses occupations des prochains mois, sachant que sa prédécesseur n'a tenu finalement sur ce poste que 7 mois. Là, elle reprend plein de dossiers qui sont en cours et avec toutes les difficultés. Logique européenne sur l'AI. C'est-à-dire qu'on a vu l'AI Act, et en fait, le principal objectif sur l'IA, c'est qu'on ne peut pas s'engager seul en tant que juste État français. On doit être en tant que nation européenne sur ce sujet-là, et je pense que c'est pour ça qu'on met un point d'honneur sur l'IA. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on ne l'a pas appelé secrétaire général du numérique et de l'intelligence artificielle, mais l'inverse, de l'intelligence artificielle et du numérique. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi. Pour vous, c'est une affaire de communication, le fait, justement, comme disait Lisa, de détacher l'intelligence artificielle du numérique ? C'est une affaire de communication et plus profondément, je pense, de régulation, comme a dit Lisa assez justement. On le voit d'ailleurs pour prendre une actu assez récente. Apple qui fait une annonce de son Apple Intelligence, mais qui n'est pas encore opérationnel en France et en Europe pour les mêmes raisons, c'est-à-dire des raisons réglementaires. Donc on voit qu'il y a un sujet de souveraineté européenne, notamment on l'a vu avec Mistral AI qui a été créé en 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. Donc on est sur un sujet en mouvance, on doit agir en tant que nation européenne, et je pense que ça rentre un peu dans cette logique. Qu'en est-il ? Parce que le temps file forcément de la restauration scolaire. On sait que pour bon nombre de départements, c'est un point très important. Quelle est votre stratégie et quelles ont été vos réussites, si je puis dire ? Alors nous, ça fait maintenant, je dirais 15 ans qu'on a mis ça en place, c'est-à-dire on garde, et ça c'est vraiment une volonté politique de garder toute la cuisine sur place, comme une cuisine fait maison. L'idée aussi, c'est de relancer au maximum les circuits de proximité. Donc au-delà, vous savez, il y a la loi Egalim, mais plus que la loi Egalim, c'est un petit peu de relancer toutes les filières locales agriculture au travers, en initiant ça, au travers de nos collèges. Il était facile de trouver des producteurs qui jouent le jeu ? Alors, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on a réussi, mais les volumes, la saisonnalité font que il faut passer à un niveau supérieur. Donc là, on a pris la décision, en fait, de travailler avec la Chambre d'agriculture, avec les producteurs locaux. C'est aussi un gros travail interservice au sein du département parce que, justement, on travaille avec la direction des espaces naturels forestiers et agricoles. Première thématique, les émotions. Deuxième thématique, l'orientation sexuelle. Il fallait en parler, il fallait rapidement l'aborder dans le chapitre.
Parce que l'adolescence, c'est là où on se questionne, la puberté, on se questionne, qui je suis attiré par qui, elle est jolie, lui il a un joli sourire. Et si je suis pas comme les autres, si je suis pas comme les autres, cette fameuse réplique, si je suis pas un garçon comme les autres, est-ce que je vais être dénigré, est-ce que je vais être rabaissé, est-ce que je vais être rejeté? Et il y a l'homosexualité qui est forcément présente et qui est naturelle. Et c'était pour un peu inciter les lecteurs et les lectrices, donc les adolescents et les adolescentes, à être bienveillants, à être bienveillantes, à ne pas rejeter le camarade qui ne serait pas comme eux, qui avouerait ses sentiments pour une personne du même sexe, et expliquer que l'homosexualité n'est pas une tare. C'est pas une maladie. C'est pas une tare, c'est pas une maladie. Et c'est un garçon, c'est une fille comme vous. Et on a l'air un peu bébête de le dire comme ça aujourd'hui, parce qu'on est en 2024, mais ça continue malgré tout à être présent, cette idée-là. L'homophobie continue, les insultes homophobes, les attaques. Voilà, donc on est encore loin du compte. C'est mieux qu'il y a 20 ans, mais c'est quand même pas génial. C'est mieux qu'il y a 20 ans, mais c'est pas génial. Le harcèlement scolaire, dans le harcèlement scolaire, il y a la personne qui va être jugée bizarre, qui va être jugée différente, et il y a aussi la personne qui s'habille pas comme tout le monde, qui a pas la bonne coupe de cheveux, qui a pas le bon téléphone. Et il y a aussi cette personne qu'on va juger homosexuelle. Et parce qu'elle est jugée homosexuelle, au collège, au lycée, elle va se faire harceler. Un des problèmes des modèles de masculinité qui circulent, c'est qu'ils sont renforcés aujourd'hui dans un certain nombre d'industries culturelles ou dans un certain nombre de pratiques, et notamment, vous citez les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Ils ne sont pas à l'origine de tout ça, mais ça l'amplifie considérablement. Et là, ça vous conduit à votre troisième grande thématique, qui est celle de la violence. La violence aussi, elle est ultra présente à cet âge-là. Le racket, être le plus fort, ne pas paraître faible. Et il y a ces problèmes de violence et qui sont réels et qu'il ne faut pas dénigrer, qu'il ne faut pas rejeter, qu'il ne faut surtout pas cacher sous le tapis. Il y a des enfants qui se font frapper par le plus fort, par le plus méchant. Et c'était la réponse à donner. Et dans l'écriture de cette bande dessinée, c'était important que la réponse vienne des enfants. Elle vienne des enfants entre eux, en discutant et en cherchant une réponse, et surtout pas par la violence. On ne répond pas à la violence par la violence. Il ne faut pas tendre notre joue, bien sûr, mais c'était important de s'opposer à la violence et faire comprendre à l'agresseur qu'il ne peut pas continuer, qu'il ne peut pas agir ainsi. Et il y a eu la semaine du développement durable aussi. Alors oui, la semaine du développement durable. Donc il faut savoir que dans le Var, je vous l'ai dit, département boisé, mais on a beaucoup d'espaces naturels sensibles. Et donc, dans le cadre des collèges, ils ont des déplacements. Donc, au niveau pédagogique, tous les déplacements qui sont vers nos structures départementales sont pris en charge. Donc, vous avez des expositions, des choses qui sont prévues. Et puis, alors moi, je tiens particulièrement à une structure qui s'appelle l'espace du plan de la Garde. Si vous voulez, vous voyez Toulon. Donc Toulon, c'est quand même une métropole, c'est assez habité. Vous imaginez comme un Central Park, en fait. Alors, à la mode du Sud, ou je sais pas, un peu les Everglades, quoi, vous voyez, sans les crocos. Ah oui, sans les crocos. Sans les crocos. Avec des oiseaux, avec une faune et une flore sur plus de 100 hectares, en plein centre-ville, en fait. Enfin, c'est à côté de Toulon, mais c'est vraiment dans une zone habitée. Voilà. Et ça permet en plus, vous savez qu'on a des problèmes d'inondation, ça permet de faire un bassin naturel. Donc ça, c'est un gros projet. Et il y a énormément de visites des jeunes. Il y a tout un aspect pédagogique avec évidemment la découverte de la faune, la flore, etc. Est-ce que vous comprenez aussi, Alexandre, les critiques de celles et ceux qui justement disent que le e-sport, c'est pas un sport? Franchement, non. On voit les jeux comme League of Legends qui sont des jeux assez complets de stratégie, et en fait l'intérêt de ces jeux-là c'est aussi de réfléchir. Donc l'e-sport c'est pas seulement de se mettre devant sa télévision de 8h du soir jusqu'à 5h du matin, c'est souvent le cliché de ceux qui font de l'e-sport. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, c'est même la majorité des gens ne font pas ça. Et puis c'est des jeux où il faut savoir jouer en équipe, où il faut savoir réfléchir, où il faut savoir monter des stratégies de la même façon qu'on ferait un sport. D'ailleurs, et vous l'avez dit, Lisa, des entreprises commencent à traiter les joueurs d'e-sport comme des artistes, comme des sportifs. Il y a aussi des enjeux de santé mentale et physique des joueurs. J'ai même vu qu'ils avaient des entraîneurs, des coachs sportifs. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui acte la professionnalisation de cette discipline. C'est qu'effectivement, depuis 2016 et la mise en place de l'association française d'e-sport, effectivement, il y a eu
tout un tas de choses qui ont été mises en place, comme vous le disiez, des équipes, des entraîneurs, des managers. Et effectivement, il y a un accompagnement au même titre que pour des sportifs, en fait, sur la dimension physique et mentale, puisque forcément, l'e-sport, ça a tout de même tendance à un petit peu plus isoler, puisqu'en général, ça se fait derrière des écrans, même s'il y a des équipes, ça peut poser des questions. Même si on a des centres d'entraînement maintenant d'e-sport, et je pense qu'on peut faire le parallèle avec les échecs. Dites-nous. Depuis la nuit des temps, on joue aux échecs. Les joueurs d'échecs sont pour moi des sportifs, en tout cas quand on voit des Magnus Carlsen qui a commencé les échecs à 5 ans et qui roule sur son sport pour le coup depuis des années. Ouais. Cette personne a un entraîneur physique, un entraîneur mental, qui se prépare, il a des stratégies, donc je pense que c'est à peu près le même fonctionnement. Et moi, ce que j'aime dans l'e-sport, c'est que ça inclut les gens qui sont potentiellement en situation de handicap, parce que on peut venir jouer avec tout le monde. C'est un des rares sports où je peux jouer avec quelqu'un qui est en chaise roulante pour le même sport, pour la même compétition, sans aucune distinction entre les deux. Je trouve ça assez intéressant. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Adrien. Merci. On vous retrouve quand? En octobre, c'est ça? Exactement, voilà, en octobre. Pour plusieurs dates. Merci à vous. Merci également à la régie. Aujourd'hui, c'est Xavier Sanchez à la réalisation. Au son, c'est Saïd Mamou, Emma Razafandra-Lambeau au maquillage et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao.